À l'état-major, ce rapport de combat fut perçu comme un mensonge éhonté. Le colonel était prêt à traduire le commandant en cour martiale pour falsification et gaspillage de munitions. Et on pouvait le comprendre. Le document affirmait qu'un seul équipage avait anéanti l'élite des forces blindées allemandes dans des conditions de visibilité absolue. Nulles. Sans appareil de vision nocturne, sans radar, dans un brouillard à couper au couteau, où l'on ne distinguait même pas le canon de sa propre arme. Ce qui s'est passé dans les Carpates en mars 1944, les Allemands n'ont pris pour une super-arme secrète des Russes ou de la magie noire. Les tankistes d'élite de la SS ont paniqué, tirant sur les rochers, tandis qu'un bourreau invisible transformait méthodiquement leurs machines en tas de métal fondu. Mais la vérité s'est avérée plus effrayante que n'importe quel mysticisme. Voici comment la physique de niveau collège et l'ouïe d'un seul homme sont devenues plus redoutables qu'un régiment d'artillerie tout entier. Mars 1944, contrefort des Carpates. Le monde s'est rétréci aux dimensions d'une fente de visée, colmatée par une ouate épaisse et humide. Ce n'est pas du brouillard, c'est le vide opérationnel. Visibilité, zéro absolu. Humidité, 100%. L'air est si dense qu'on croirait pouvoir le couper au couteau comme du beurre rance. Ici, dans le sac de pierre d'un défilé montagneux, les lois de la tactique cessent de fonctionner. Il ne reste que la physique brute et l'instinct de conservation. Une lourde installation automotrice SU-152 s'est figée près d'un éperon rocheux. 45 tonnes et demie d'acier blindé refroidissent en émettant un craquement à peine perceptible. Le métal se contracte sous l'effet du froid. À l'intérieur du compartiment de combat règne une odeur mêlant huile usagée, chaussettes sales et relents aigres de peur. L'équipage garde le silence. Chaque mot est désormais considéré comme un gaspillage d'oxygène. Les hommes se sont transformés en fonction. Le chargeur est un muscle. Le mécanicien conducteur, des leviers. Le chef de char est un cerveau connecté au monde extérieur par des canaux de perception défaillants. La situation est dans l'impasse. Les renseignements ont rapporté qu'un groupe blindé allemand tentait une percée exactement ici. C'est la seule voie. Et cette voie est actuellement dissimulée par un mur de néant blanc. Le commandant de batterie, le major Gromov, se fraye un chemin vers l'automoteur, ses bottes glissant sur le gravier mouillé. Son visage est gris de fatigue, sa capote imbibée d'humidité. Il ne parle pas fort. En montagne, le son vit sa propre vie, ricochant sur les rochers, s'amplifiant et trahissant les positions. Gromov frappe sur le blindage avec la crosse de son pistolet. Le son est sourd, lourd. L'écoutille s'ouvre dans un grincement prolongé, libérant un nuage de fumée bleuâtre. Dans l'ouverture, apparaît le visage du sergent-chef Volkov. Il est maculé de suie, ses yeux sont injectés de sang. Volkov ne salue pas. Ici, c'est superflu. Ils vont arriver d'une minute à l'autre. La voix du major est rauque, comme un crissement de métal. Tu entends ce grondement? Volkov hoche la tête. Il l'entend. Un grondement lointain, basse fréquence, fait vibrer l'air. Ce n'est pas le vent. C'est le travail de moteurs lourds en pleine charge. Tenir le défilé, ordonne Gromov. Si tu en laisses passer un seul, le tribunal sera un cadeau pour toi. Les Allemands couperont la division de son ravitaillement. Nous serons bloqués. Le major marque une pause, scrutant le voile laiteux. Économisez les munitions. 20 coups. 20. Tu n'as pas le droit au tir de réglage. Ne tire pas au jugé, compris? Pas de tir dans le vide. Volkov regarde le commandant en silence. La mission est impossible. Les manuels d'artillerie stipulent que le tir direct nécessite un contact visuel. Ici, il n'y a aucun contact. Il n'y a qu'une direction et une distance inconnue.
Gromov s'éloigne et se dissout dans le brouillard en 3 pas. Le sergent reste seul avec son équipage et les obus anti-béton de 48 kg rangés dans le râtelier. Volkov redescend à l'intérieur. Il verrouille l'écoutille. L'obscurité devient presque palpable. Une ampoule blafarde éclaire à peine la culasse de l'obusier canon ML-20. C'est une arme terrifiante. Le calibre 152 mm ne laisse aucune chance à la technique allemande, quelle qu'elle soit. Un impact arrache les tourelles des tigres, fend les coques des panthères le long des soudures, transforme les équipages à l'intérieur en bouillie biologique par la seule différence de pression. Mais cette puissance a un prix. Chargement séparé, cadence de tir faible, 2 coups par minute. C'est un record réalisable uniquement sur polygone, quand le chargeur est en pleine forme. Ici, dans l'exiguïté, dans la fumée, la réalité impose 1 coup et demi. Or, le tigre allemand, avec son canon de 88 mm, tire 8 coups par minute. Les mathématiques de la mort sont simples. Si Volkov rate son premier tir, il n'y en aura pas de second. Les Allemands verront la lueur. Dans un tel brouillard, le flash agit comme un projecteur, illuminant la position de l'automoteur d'une immense boule orange sale. L'obus de riposte arrivera en 3 secondes. Le blindage frontal du Su-152 est de 75 mm. Pour un tigre à moins d'1 kilomètre, c'est du papier. Volkov se colle au viseur panoramique. Inutile. Le verre ne montre qu'une grisaille trouble. L'optique est impuissante. Les yeux, outil principal du pointeur, sont dans ces conditions un atavisme. Ils ne font que tromper, construisant dans le cerveau des silhouettes fantômes de chars, là où flottent des lambeaux de brume. « Coupez le moteur », ordonne Volkov. Le mécanicien conducteur se retourne. On lit la panique dans son regard. « Camarade commandant, la batterie va se vider. Il fait froid. On ne redémarrera pas. Et la manœuvre. S'il fonce, nous sommes une cible immobile. Coupe !» La voix de Volkov tranche le silence tel un ordre sans appel. « J'ai besoin de silence. Absolu. » Le moteur V2K tousse et se fige. La vibration du plancher cesse. Le vide s'installe. On entend le collecteur refroidir, la condensation goutter du plafond sur la culasse du canon, la respiration lourde du chargeur serrant le refouloir dans ses mains. Volkov ferme les yeux. Désormais, l'automoteur n'est plus un char. C'est un gigantesque résonateur d'acier. La coque agit comme une membrane transmettant les vibrations du sol. L'absence de vue aiguise l'ouïe à l'extrême. Le sergent tente de filtrer les parasites acoustiques. Le bruit du vent dans les failles rocheuses, le bruissement des éboulis, les explosions lointaines des mines de mortier quelque part sur le flanc. Tout cela doit être écarté, rejeté de la conscience, ne garder qu'un seul spectre de fréquence. Et il apparaît, d'abord à la limite de la perception, un tremblement à peine perceptible transmis par les semelles des bottes. Puis, le son, bas, guttural, mécanique. Il diffère du son des diesels soviétiques. Le diesel cogne comme un marteau sur une enclume. Ce son-là est différent. Il est hurlant, déchirant, avec un sifflement caractéristique à haut régime. Moteur à essence Maybach, 12 cylindres, 700 chevaux qui traînent 57 tonnes d'acier allemand vers le haut. Volkov se concentre. Il visualise la carte du terrain dans sa tête. La route serpente. Le son est sourd pour l'instant. La colonne est derrière l'éperon rocheux. Le son enfle. Il devient plus dur. On entend le cliquetis des chenilles. Le métal frappe la pierre. Le tigre a des chenilles larges. Le son est lourd, claquant.
La distance se réduit. 1000 mètres, 800, 600. Les yeux toujours fermés, Volkov se transforme en localisateur acoustique. Il capte les changements de tonalité. Le moteur rugit. Le mécanicien du char allemand a changé de vitesse avant une montée raide. Les tours tombent. La charge augmente. Perforant, chuchote Volkov. Chargé. Le claquement de la tulasse dans le silence résonne comme un coup de feu. Le chargeur, en grognant, pousse le bloc de 48 kg dans le canon. Suivi de la douille avec la charge propulsive. Clic du verrou. Prêt. Volkov pose ses mains sur les volants de pointage. Ses paumes sont moites, le métal glissant. Il ne voit pas la cible, il la sent. Il construit un vecteur de tir en se basant sur le retard du son dans l'air humide. La vitesse du son est de 330 mètres par seconde. Mais le brouillard et les rochers déforment l'onde. Il faut corriger l'écho. C'est de la folie. Tirer au son sur une cible mouvante, capable de vous anéantir d'un seul crachat en retour. Mais il n'y a pas d'autre issue. Soit il devine le rythme de cet orchestre de mort invisible, soit dans 1 minute, son équipage deviendra une ligne dans la liste des pertes irréversibles. Volkov inspire l'air humide et froid, qui sent la mort proche, et commence à tourner lentement le volant de pointage horizontal, guidant le canon à la suite du rugissement croissant du moteur. Le silence à l'intérieur de la boîte blindée teinte plus fort que la canonnade. Depuis que le diesel 12 cylindres s'est tu, le monde a changé. La vibration habituelle qui masquait les battements de son propre cœur a disparu. Désormais, chaque froissement à l'intérieur du compartiment de combat résonne comme un coup de marteau. Le grincement du cuir de la ceinture du chargeur, la respiration lourde et saccadée du mécanicien conducteur, agrippé au levier comme s'ils étaient le seul point d'appui au-dessus de l'abîme. Il ne croit toujours pas à ce qui se passe. Couper le moteur en situation de combat, dans le brouillard, au nez et à la barbe d'une division blindée SS, ce n'est pas juste une violation du règlement. C'est un suicide. S'il faut changer de position en urgence, le diesel froid ne démarrera pas instantanément. Les batteries ont faibli dans le froid. L'air comprimé dans les bouteilles est la dernière chance. Mais lui aussi exige de précieuses secondes. Des secondes qu'ils n'auront pas. Mais Volkov ne regarde pas le mécanicien. Son attention est tournée vers l'extérieur, au-delà des plaques d'acier de la casemate. Il est devenu oui. L'automoteur SU-152 n'est plus une arme de percée. C'est un stéthoscope géant, pressé contre la poitrine des Carpates malades. La coque de la machine craque en refroidissant, mais Volkov écarte ce son. Il filtre le fond acoustique comme un opérateur radio pêche le morse dans le bruit de l'éther. Dehors, derrière la plaque frontale de 75 mm, il n'y a qu'un brouillard blanc. L'humidité est telle que la condensation commence à perler sur les sourcils et les cils, même à l'intérieur. Le froid pénètre jusqu'aux os, se glisse sous les vestes ouatées, mais il est interdit de trembler. Le tremblement se transmettrait à la coque, créant un bruit parasite. L'équipage s'est figé, transformé en statue de glace. La peur a ici le goût du cuivre oxydé dans la bouche. C'est le goût de l'adrénaline qui ne trouve pas d'exutoire dans l'action. Volkov ferme les yeux. La vue est maintenant une ennemie. Le cerveau, privé d'informations visuelles, commence à paniquer, dessinant des monstres dans le brouillard. Il faut déconnecter le cortex visuel et basculer toute l'énergie sur le traitement du son. Et le voilà qui arrive. D'abord, c'est une simple pression sur les tympans. Des infrasons. 57 tonnes d'acier allemand tassent le sol humide. La terre transmet la vibration plus vite que l'air. Le sol sous les pieds commence à trembler imperceptiblement. C'est une démarche lourde. Le T-34 soviétique marche plus doucement, plus légèrement,
Ces 30 tonnes bruissent. Ici, la terre gémit sous le poids de la machine super lourde. Puis apparaît le bruit du moteur. Volkov connaît cette voix. Ce n'est pas la basse rugueuse et grondante du diesel soviétique. C'est le hurlement aigu et hystérique d'un moteur à essence à haut régime. Maybach HL 230 P30. 23 litres de cylindrée, 700 chevaux. Les mécaniciens allemands sont obligés de maintenir le régime au-dessus de 3000 tours pour hisser la lourde carcasse du Tigre dans la montée. On ne peut confondre ce son avec rien d'autre. Il ressemble au travail d'une fraise de dentiste géante perçant la pierre. Volkov décompose mentalement les bruits. Dans le grondement général se détache le cliquetis des chenilles. Le Tigre a un train de roulement caractéristique, les galets en quinconce. Il y a plus de métal, plus de friction. Le bruit de roulement des galets est épais, avec le tintement métallique des dents des patins. C'est un rythme. Le rythme de la mort, approchant à 12 km à l'heure. Distance 600, murmure Volkov du bout des lèvres. La voix du commandant est calme, sèche comme une feuille d'automne. Ce calme se transmet à l'équipage. La panique recule devant le professionnalisme. Le pointeur tourne le volant, s'orientant uniquement sur l'ordre du commandant. Volkov écoute l'effet stéréo. Le son se répercute sur la paroi rocheuse à droite et revient avec un retard. Cette ombre acoustique permet de déterminer la position de la cible plus précisément que le regard. L'oreille gauche entend le son direct du moteur, la droite l'écho. La différence en fractions de seconde dessine une carte en 3 dimensions dans le cerveau. La colonne n'avance pas régulièrement, on entend des à-coups. Le char de tête patine sur les pierres mouillées. Le rugissement du moteur s'intensifie brusquement. Le mécanicien ennemi met les gaz pour tenter de franchir un passage glissant. Puis relâchement des gaz. Grincement de frein. Arrêt. Ils se sont arrêtés, constate le chargeur en essuyant son front en sueur avec la manche de sa vareuse huileuse. Non, coupe sèchement Volkov. Pas arrêté. Ils écoutent. Les Allemands ne sont pas idiots non plus. Ils comprennent qu'ils avancent à l'aveugle, dans un défilé étroit. Ils craignent une embuscade. Le commandant du char de tête allemand doit être sorti par l'écoutille, essayant de percer le brouillard du regard. Coupe-t-il le moteur? Non. Le Maybach tourne au ralenti, le ronronnement caractéristique de l'échappement. Il ne peut pas couper, il risquerait de ne pas repartir en la côte. C'est leur erreur, et la chance de Volkov. Tant que le moteur allemand tourne, c'est un phare, et le Su-152 reste muet. Il est un trou noir dans l'espace acoustique. Volkov entend le commandant allemand crier quelque chose dans son laryngophone. Des bribes de discours guttural, déformées par la distance et l'humidité. Le son de la voix se noie dans le brouillard, mais la direction est claire. Cible droit devant, légèrement à gauche de l'axe central de la route. Volkov imagine cette silhouette. Le Tigre carré, anguleux. La plaque frontale verticale de 100 mm d'épaisseur. Pour le canon de 122 mm du char IS-2, c'est un problème à grande distance. Mais ici, à bout portant, pour l'obusier canon ML-20 de 152 mm, les angles d'inclinaison du blindage n'ont aucune importance. L'énergie cinétique d'un obus pesant près d'un demi-quintal est telle que même sans percer le blindage, l'impact arrache la tourelle de son chemin de roulement, fait éclater les soudures, et l'équipage à l'intérieur subit une contusion mortelle. Ce n'est pas de l'escrime, c'est un coup de masse sur le crâne. Mais il faut toucher, un seul coup. Anticipation au son. Volkov tend l'oreille à nouveau.
Le rugissement s'intensifie. Les Allemands ont redémarré. Le Maybach hurle en passant à la vitesse inférieure. Le cliquetis des patins devient fréquent, rythmé. 1, 2, 3, 4. Les galets frappent les axes des chenilles. 400 mètres. Le son remplit tout l'espace de la casemate. On a l'impression que le char allemand roule directement sur le toit de l'automoteur. La vibration du plancher devient insupportable. Le chargeur serre l'obus si fort que ses jointures blanchissent. Il regarde la culasse, le verrou massif, prêt à cracher la mort. Volkov attend. Il lui faut le moment où le char présentera son flanc au tournant du lacet. À cet instant, le bruit des chenilles changera. La chenille intérieure ralentira, l'extérieur accélérera. Il y aura un crissement de dérapage caractéristique. C'est le point de vulnérabilité. Le voilà. Un crissement perçant de métal contre la pierre. Le char entre dans le virage. Le flanc est exposé. L'angle est idéal. Le brouillard cache le blindage, mais le son en dessine les contours plus nettement qu'un plan. Volkov voit ce char avec son ouïe intérieure. Il voit les pots d'échappement, le flanc plat, le barbotin. La tension atteint son paroxysme. Le temps s'étire en une substance visqueuse. Une seconde dure une éternité. Dans la tête de Volkov, un interrupteur invisible bascule. Calcul terminé. Coordonnées verrouillées. Même hausse. La voix de Volkov claque comme un coup de fouet. Anticipation, une demi-silhouette à gauche. Le pointeur ajuste le volant. Ses mains ne tremblent pas. Il est une partie du mécanisme. Il fait plus confiance aux oreilles du commandant qu'à ses propres yeux. Le canon, long, prédateur, avec son frein de bouche massif, se déporte légèrement vers la gauche et se fige au point mort. Désormais, il ne regarde plus le vide. Il regarde le cœur de la bête invisible. Feu! L'ordre feu n'a pas le temps de s'éteindre dans l'air vicié de la casemate que la main du pointeur tire la détente. Le percuteur frappe l'amorce. Dans la culasse, une catastrophe contrôlée se produit. En une fraction de seconde, la charge de poudre se transforme en gaz brûlant, créant une pression monstrueuse de 3000 atmosphères. L'obus perforant BR 540 de 48 kg quitte le canon rayé à la vitesse de 600 mètres par seconde. Pour l'équipage, ce moment n'est pas un éclair d'héroïsme, mais un choc physique. 45 tonnes d'acier bondissent sur place. Le recul du ML-20 est tel que même le puissant frein de bouche ne peut totalement absorber l'inertie. L'automoteur est rejeté en arrière. Les chenilles crissent sur les pierres, faisant jaillir des étincelles qui s'éteignent aussitôt dans l'humidité. À l'intérieur, l'air se comprime instantanément. L'onde de choc frappe les oreilles malgré les casques. La poussière accumulée depuis des années dans les fentes du blindage s'envole, bouchant les narines. Mais Volkov ignore les secousses. Sa conscience n'est plus à l'intérieur de la machine, mais dehors, 400 mètres plus loin, au point de rencontre de la courbe balistique et du fantôme acoustique. L'obus part dans le néant blanc. Il vole à l'aveugle, guidé seulement par les mathématiques et l'ouïe du sergent. Les yeux ne voient pas la trajectoire. Pas de traceur habituel déchirant l'espace. Il n'y a que la foi en la physique du son. L'obus franchit les 400 mètres en moins d'une seconde. Pour la perception humaine, c'est un instant, mais pour le système nerveux du pointeur, cela s'étire en une attente infinie du verdict. Le bruit du départ roule dans la gorge, se répercutant maintes fois sur les parois rocheuses humides. C'est un fracas capable d'assourdir, mais Volkov attend un autre son. Il attend la réponse. Et la réponse arrive. À travers l'écho mourant du tir,
un nouveau son perce. Ce n'est pas le claquement sourd d'une explosion au sol. C'est un choc violent, strident, de métal contre l'acier trempé. Un bruit semblable à celui d'un marteau de forge sur une enclume, mais amplifié 100 fois. L'énergie cinétique de 17 mégajoules trouve sa sortie. Impact. Volkov se fige. Un impact n'est pas encore une destruction. Le tigre est une bête coriace. Mais une seconde plus tard, un deuxième son, impossible à confondre, parvient à son oreille. Un claquement sourd, volumineux, venant de l'intérieur de la cible, comme si un ballon géant rempli de dynamite éclatait. C'est la détonation des munitions. Dans le mur laiteux du brouillard, là où une seconde plus tôt il n'y avait qu'un vide gris, une tache orange sale fleurit. Elle n'a pas de contour net. C'est juste une lueur diffuse pulsant dans l'humidité dense. Le brouillard agit comme un diffuseur géant, transformant l'incendie du char allemand en un nimbe sinistre. « Touché !» souffle le pointeur. Sa voix tremble. « Pas d'émotion !» aboie Volkov, bien qu'il sente lui-même une sueur froide couler dans son dos. « Ce n'est que le début. Chargez !» La culasse claque en s'ouvrant. La douille fumante tombe sur le plancher du compartiment de combat avec un tintement. L'odeur âcre et acide de la poudre brûlée, l'odeur de la cordite, envahit la casemate. Elle s'incruste dans les vêtements, la peau, les poumons. Le ventilateur d'extraction s'active, mais son bourdonnement se noie dans le bruit du sang battant aux tempes. Le chargeur, un solide gars de Sibérie, travaille comme un automate. Ses mouvements sont précis, dénués d'agitation inutile. Il saisit l'obus suivant. 48 kg de mort semblent légers dans ses mains. L'adrénaline transforme les muscles en câbles d'acier. L'obus pénètre dans la culasse avec un bruit sourd. La douille suit, refouloir, coup de paume, clic du verrou. « Prêt !» crie-t-il pour couvrir le bourdonnement dans ses oreilles. Dehors, dans le brouillard, le chaos commence. Volkov se colle de nouveau à l'épiscope, bien qu'il n'y ait toujours rien à voir. Mais maintenant, le tableau sonore de la bataille a changé. Le rythme net de la colonne allemande est brisé. L'explosion du char de tête a déclenché une réaction en chaîne de panique. On entend les moteurs des machines suivantes hurler. Les conducteurs de Tigre, aveuglés par le brouillard et l'éclair de l'explosion devant eux, écrasent instinctivement les freins. Le cliquetis des chenilles s'agglutine. Quelqu'un recule. Quelqu'un essaie de faire demi-tour sur l'étroit lacet. Crissement de métal contre la pierre, rugissement de transmission surchargée, cris d'ordre désormais distinctement audibles. Ils ne voient pas d'où la mort a frappé. Pour les Allemands, cet obus s'est matérialisé de l'air. Leur optique, la célèbre optique Zeiss, est inutile. Ils sont des chatons aveugles dans un sac rempli d'eau. Et le Su-152 est un chirurgien tenant un scalpel sur leur artère. Volkov ferme à nouveau les yeux. Il doit isoler la cible suivante de cette cacophonie. C'est plus difficile maintenant. Les sons se superposent. Le grondement du tigre en feu crée un bruit de fond. Les obus explosent. L'huile crépite. Mais à travers le crépitement de l'incendie, un nouveau rythme perce. Le deuxième char de la colonne tente de contourner son camarade en feu. Volkov entend sa chenille gauche gratter la pierraille, tandis que la droite patine dans la boue du bas-côté. Le moteur s'époumonne au régime maximum. Le pilote ennemi panique. Il accélère trop brusquement, faisant patiner les chenilles. Cette erreur lui coûte la vie. Le bruit du patinage est un marqueur. Le char est immobile, mais le moteur rugit. Donc, il est coincé ou tente de braquer. Il présente son flanc. « Repère, incendie !» commande Volkov. « À droite, 0,5. Distance inchangée. » Le pointeur tourne les volants.
Ils ont maintenant un point de référence, la tache orange du char de tête en feu. Le deuxième char est quelque part à côté, essayant d'échapper au coup, mais se piégeant lui-même. Volkov entend un grincement. Le char rampe, lentement, lourd. « Stop !» dit le sergent. Le son a changé. On entend maintenant la rotation de la tourelle. Le bourdonnement caractéristique de l'entraînement électrique. Le pointeur allemand fait pivoter sa tourelle en panique, cherchant l'ennemi. Il cherche le flash. Mais le brouillard a déjà dissimulé la position de l'automoteur. « Feu !» lance Volkov pour la deuxième fois. Nouveau choc. Nouveau bond de la machine de plusieurs tonnes. Et de nouveau, l'attente angoissante du bruit de l'impact. Cette fois, il est différent. Un ricochet clair? Non. Un craquement sourd. L'obus a frappé le mantelet du canon ou la jonction de la tourelle. Dans le brouillard, on ne voit pas le bloc de 50 kg arracher la tourelle du Tigre, la projetant à plusieurs mètres. Mais l'équipage entend le résultat. Le fracas du métal qui tombe. Une pièce de plusieurs tonnes s'est écrasée sur les pierres. Et immédiatement, le silence du côté de la deuxième cible. Moteur calé. 2 coups. 2 brasiers. Mais Volkov ne se relâche pas. Il sait que le pire est à venir. Les Allemands ne sont pas 2. Ils sont au moins 5. Et maintenant, remis du premier choc, ils vont commencer à riposter. Les tirs désordonnés de traceurs ont déjà commencé. Des rafales de mitrailleuses MG-42 percent le brouillard vers le ciel. Ils tirent au son du départ de coups de l'automoteur, mais l'écho en montagne les trompe. Les traceurs volent trop à gauche, trop à droite, s'écrasant contre les rochers. Volkov sent la vibration du plancher. Le troisième char n'a pas attendu. Il fonce pour éperonner. On entend un grondement croissant. Il approche, vite. Ce pilote est un professionnel. Il ne patine pas. Il avance régulièrement, prenant de la vitesse. La distance se réduit vertigineusement. 300 mètres, 250. Presque plus de temps pour recharger. Le chargeur râle en poussant l'obus. Ses mains sont pleines d'huile et de suie. La sueur inonde ses yeux, brûlant les muqueuses. « Plus vite !» chuchote Volkov, sans cesser d'écouter l'espace. Il est déjà là. Le troisième Tigre joue son va-tout. Il veut écraser l'ennemi invisible ou le fusiller à bout portant. Volkov entend le claquement des chenilles devenir assourdissant. On dirait que le monstre d'acier va surgir du voile blanc juste devant le canon. La peur monte à la gorge comme une boule de glace, mais la raison continue de compter les mètres d'après le volume du fracas. 200. C'est maintenant un duel de vitesse. Celui qui tire le premier à bout portant reste en vie. Mais l'Allemand ne voit pas. Volkov, lui, entend. Il entend la respiration de la mort. 200 mètres. À cette distance, impossible de rater. Mais survivre au tir de riposte est tout aussi impossible. À l'intérieur du Su-152, le temps s'est compressé en un nœud de nerfs tendus. Le chargeur, à bout de force, pousse le lourd projectile. Ses mains glissent. 48 kilos d'acier et d'explosifs entrent à contre-cœur dans le tube. Il semble qu'une éternité s'est écoulée avant que ne résonne le claquement salvateur du verrou. « Prêt !» Le cri se brise en un râle. Volkov n'attend pas. Il tient déjà la cible. Le son du moteur allemand remplit tout l'espace, étouffant même les pensées. Ce Tigre fonce droit sur eux. Il ne manœuvre pas. Il écrase simplement par sa masse, comptant sur son blindage frontal. Mais le commandant sait. 100 mm d'acier allemand ne sont rien face à l'énergie cinétique accumulée dans un argument de 150 mm. Feu! Le tir à bout portant est terrifiant.
L'éclair brûle la rétine en une fraction de seconde, même à travers les paupières closes. La casemate s'emplit d'un fracas qui semble faire éclater les tympans. L'obus quitte le canon et instantanément, sans délai, percute la cible. Pas de bruit de vol, juste le départ et tout de suite l'impact. Un impact monstrueux qui fait trembler la terre sous les chenilles de l'automoteur. Dans le brouillard, à seulement 200 mètres, se produit le miracle physique de la conversion de l'énergie cinétique en chaleur et en énergie mécanique. L'obus frappe la jonction entre la coque et la tourelle. L'énergie du choc est telle que le colosse de 57 tonnes est stoppé net en pleine course, comme s'il avait percuté un mur de béton. La tourelle est arrachée, projetée en l'air, et retombe avec fracas sur le compartiment moteur. Un troisième brasier s'allume dans la brume blanche. Désormais, c'est l'enfer sur la route de montagne. La formation de la colonne allemande est définitivement brisée. Les Allemands sont aveugles et sourds. Ayant perdu 3 fauves de tête en 2 minutes, ils cèdent à la panique. L'éther, que Volkov écoute par moments, explose d'ordres hystériques. Personne ne comprend d'où viennent les coups. De gauche? De droite? Sont-ce des chars? Ou une batterie anti-chars? Le brouillard déforme les sons des tirs, les renvoyant contre les rochers, créant de faux échos. Les Allemands commencent à tirer dans tous les sens. Les rafales de mitrailleuses balayent le lait du brouillard en éventail. Les balles traçantes ricochaient sur les pierres vers le ciel. Les obus des chars survivants explosent quelque part dans les rochers, provoquant des éboulements. Ils combattent des fantômes. Volkov, au contraire, acquiert un calme glacial. La peur a disparu. Elle a laissé place à l'excitation froide et calculatrice du prédateur qui voit sa proie tout en restant invisible. Il se transforme en chef d'orchestre de cette symphonie de destruction. « Chargez !» commande-t-il d'un ton égal. Désormais, sa voix ne sonne plus comme un ordre, mais comme un constat. Explosif. À l'intérieur de l'automoteur s'installe un rythme sinistre, mécanique. C'est une chaîne de mort. Le chargeur n'est plus un homme, c'est une extension biomécanique du canon. Inclinaison, saisie de l'obus, arrachée, poussée. Douille, poussée, verrou. Tir, recul, éjection de la douille. Fumée, suie, tintement. Et on recommence. Inclinaison, saisie, arrachée. La sueur inonde les yeux, la fumée âcre pique le nez et la gorge, mais interdiction de s'arrêter. Les muscles du dos brûlent, les doigts sont écorchés jusqu'au sang sur la culasse, mais l'adrénaline étouffe la douleur. Volkov écoute. Il isole les sons du chaos. Là-bas, plus à droite, quelqu'un essaie de faire demi-tour sur place. Le cliquetis des chenilles est saccadé, nerveux. Le mécanicien tire sur les leviers, violentant la boîte de vitesse. « J'entends une chenille », marmonne Volkov. Plus à droite, 0,10. Le pointeur, trempé jusqu'aux os, tourne docilement le volant. Il ne pense pas. Il est les mains du commandant. Distance 500. Feu! Le 4e obus part dans le brouillard. 1 seconde plus tard, bruit d'explosion et grincement de métal. Impact dans le train de roulement. Le char est immobilisé. Il est encore vivant. Sa tourelle tourne, crachant le feu dans le vide, mais en tant qu'unité de combat, il est mort. Aveuglé et cloué sur place, il devient une proie facile. « Au suivant !» dit Volkov. Le 5e char, fermant la marche, tente de reculer, de redescendre le lacet. Volkov entend le moteur Maybach changer de tonalité, passant en marche arrière. Le grondement s'éloigne. « Il s'en va !» constate le commandant. « Non, tu ne partiras pas. » Il calcule l'anticipation de tête. La vitesse de recul du Tigre est faible.
La route est étroite, la manœuvre limitée par la falaise et le précipice. Il connaît la géométrie du virage que l'Allemand va devoir négocier à l'aveugle. Hausse +1, plus à gauche 0,5. On attend. Dans la casemate pèse un silence, troublé seulement par la respiration lourde de l'équipage et le bourdonnement du ventilateur. Volkov compte les secondes. 1, 2, 3. Le son du moteur change légèrement. Le char freine avant le virage. Feu! L'obus explosif de 43,5 kg décrit une courbe et couvre la zone du virage. On n'entend pas d'impact direct. On entend une puissante explosion, puis le bruit terrible et grondant d'un éboulis. L'obus a éventré le bord de la route, sapant le sol sous la chenille de la machine de plusieurs tonnes. À travers le brouillard, parvient le crissement du châssis sur les pierres, puis le bruit croissant d'une chute et un choc sourd, très loin en bas, dans la gorge. Le Tigre a basculé dans le précipice. 5, prononce Volkov. À l'intérieur de la casemate, la chaleur est infernale. La culasse du canon est si brûlante qu'elle irradie comme un poêle. Les douilles qui jonchent le sol brûlent les pieds à travers les bottes. La ventilation ne suffit plus à évacuer les gaz de poudre. La tête tourne à cause du monoxyde. Mais l'équipage ne le remarque pas. Ils sont entrés dans le rythme. C'est un état de conscience altéré, une transe de combat où il n'y a ni fatigue ni peur, seulement le cycle de rechargement et la voix du commandant. Les tirs côté allemand s'apaisent. Les machines survivantes, s'il y en a, se terrent ou sont détruites. Ou bien les équipages ont abandonné les blindés et se sont enfuis. « Cessez le feu !» commande Volkov. « Écoutez !» De nouveau le silence. Mais maintenant, c'est un autre silence. Pas ce vide tendu et vibrant d'avant le combat. C'est le silence d'un cimetière. On y entend le crépitement des machines en feu, les rares claquements des munitions explosant dans les chars allemands et le sifflement du vent. Le chargeur glisse le long de la paroi jusqu'au sol, avalant avidement l'air bouche ouverte. Ses mains sont secouées d'un fort tremblement. La retombée après une tension extrême. Le mécanicien conducteur pose sa tête sur les leviers. Volkov s'essuie le visage avec un chiffon sale. Il y laisse des traînées noires de suie et de sueur. Il est à l'écoute de ses propres sensations. Le bourdonnement dans ses oreilles n'a pas disparu. Il est devenu le fond sonore de sa vie. Mais à travers ce bourdonnement, il entend le métal de son automoteur craquer en refroidissant. Elle est vivante. Ils sont vivants. La chaîne s'est arrêtée. Le travail est fait. Mais il est trop tôt pour se détendre. Volkov sait que le silence à la guerre est trompeur. Si l'ennemi s'est tu, cela ne signifie pas qu'il est mort. Cela signifie qu'il réfléchit, ou qu'il change de tactique. Et dans ce nouveau silence de mort, l'ouïe du commandant capte une étrange anomalie. Pas un bruit de moteur, pas un cliquetis de métal, mais une absence de son là où il devrait y en avoir. Le vent, soufflant du col, a soudain cessé de siffler en un point précis de l'espace, comme s'il heurtait un obstacle invisible. Et cet obstacle est chaud. Volkov se tend. La partie n'est pas finie. Le silence qui a recouvert la gorge après le fracas de la dernière explosion s'est avéré plus effrayant que la canonnade d'artillerie. Ce n'était pas le calme paisible d'une forêt endormie, mais un vide tendu, vibrant, où se cache la mort. Les Allemands, ayant perdu leur avant-garde, ont fait le seul choix tactique sensé. Ils ont coupé les moteurs, ou les ont mis au régime minimal, dont le son se noie dans les bruits naturels de la montagne, le bruissement du vent
et le grondement lointain de la rivière. Volkov est désormais aveugle et sourd à la fois. Son arme principale, l'ouïe, lui a été arrachée des mains. L'image acoustique du combat s'est effacée, ne laissant qu'un bruit blanc dans son cerveau enflammé. Le Su-152 s'est transformé de chasseur en cible aveugle, figé sur une pente découverte. L'équipage sent ce changement par tous les pores de sa peau. Une attente poisseuse et pesante s'installe dans le compartiment de combat. Les nerfs sont à vif. Chacun comprend. Si l'ennemi s'approche en silence, si un panthère ou un tigre survivant rampe à distance de tir direct sans un bruit, ils seront fusillés comme au stand de tir. Le blindage de l'automoteur ne résistera pas aux 88 mm à bout portant. Ils seront éparpillés sur la paroi arrière de la casemate avant même d'avoir compris ce qui s'est passé. Pourquoi ils se taisent? Le chuchotement du chargeur sonne comme un cri. Il y a de la panique dans sa voix. L'inconnu détruit la discipline plus vite que le feu des mitrailleuses. On ne parle pas. La voix de Volkov est sèche, sans vie. Il écrase ses émotions par un effort de volonté. Il a besoin de réfléchir. Le commandant se colle aux instruments d'observation. Le périscope montre toujours la même image détestable. Une purée laiteuse, un mur dense d'humidité cachant le monde à 10 mètres du blindage. Les yeux font mal à force de tension. La rétine tente de trouver ne serait-ce qu'une tache sombre, un contour, mais en vain. Pourtant, Volkov ne renonce pas. Si l'acoustique est muette, il faut chercher une autre constante physique. La guerre, ce n'est pas que le son et la lumière, c'est aussi la chaleur. Il commence à scanner lentement le secteur devant lui, divisant le voile blanc en carrés. Il ne cherche pas un char. Un char est impossible à voir. Il cherche une anomalie, une perturbation de l'ordre naturel des choses. Le vent dans la gorge souffle régulièrement, de gauche à droite, poussant les lambeaux de brume dans une seule direction. C'est un flux laminaire. Tout ce qui bouge contre lui ou en travers est suspect. Mais le brouillard est trop dense, le mouvement de l'air presque imperceptible. Et pourtant, il y a quelque chose. Droit devant, à une distance difficile à déterminer à l'œil, mais qui semble être à bout portant, 300 mètres, pas plus, le brouillard se comporte bizarrement. En un point, la brume blanche ne coule pas. Elle tremble, elle oscille, comme si quelqu'un d'invisible remuait l'air avec une cuillère géante. Volkov se fige. Il essuie l'oculaire avec un tissu grossier, craignant une hallucination, un jeu de sa vision fatiguée. Non, le tremblement est réel. Il est rythmique, puissant. Dans la tête du commandant, un modèle physique se construit instantanément. Température de l'air ambiant, environ 0. Humidité, 100%. Et là, au point de tremblement, se trouve une source de chaleur colossale. Même si le mécanicien allemand a coupé le moteur il y a 1 minute, les 700 kg de fonte et d'acier du bloc-cylindre refroidissent lentement. Et si le moteur tourne au ralenti, des gaz à plusieurs centaines de degrés s'échappent des pots. Le gaz brûlant, jaillissant dans l'atmosphère froide et saturée d'humidité, crée de puissants courants de convection. La chaleur monte, créant une zone de turbulence. La densité de l'air change. Il se produit une réfraction de la lumière. Un mirage apparaît. Une lentille optique déformant l'image du brouillard. « Je vois la chaleur », prononce doucement Volkov. Cette phrase semble absurde, mais pour lui, c'est maintenant la formule du salut. Il voit l'ennemi invisible par sa trace thermique. Le char respire. Et cette respiration le trahit totalement. Repère, ondulation thermique, droit devant, distance 300, commande le sergent. Le pointeur ne pose pas de questions. Il ne voit aucune ondulation,
Mais il croit son commandant plus que lui-même. Il amène la croix du viseur à la base de l'endroit indiqué par Volkov. Le tremblement de l'air s'intensifie. Apparemment, le conducteur allemand, nerveux, donne de petits coups d'accélérateur pour ne pas caler définitivement ou pour chauffer le moteur. C'est une erreur fatale. L'émission d'une nouvelle portion de gaz brûlant rend le mirage distinct. Cela ressemble maintenant à un feu transparent brûlant au milieu du brouillard. C'est de la physique à l'état pur. Thermodynamique contre camouflage. Volkov comprend. La cible est de flanc ou de trois quarts, puisque l'échappement est si visible. Les pots d'échappement du Tigre sortent vers l'arrière et le haut, donc la coque est en dessous. La tension dans la casemate atteint son apogée. C'est un tir dans le vide, basé sur un calcul théorique. S'il n'y a rien là-bas, si c'est juste un tourbillon de vent, il se démasque par le flash. Et alors la riposte venue du silence sera instantanée. Mais Volkov n'hésite pas. Il connaît les lois de la nature. La chaleur monte toujours. Feu! Nouveau choc. Nouveau recul. L'obus part exactement au centre de la tâche puissante. Une seconde de silence. Et soudain, le brouillard est déchiré de l'intérieur. Ce n'est pas une simple explosion. C'est la détonation des vapeurs d'essence. L'impact a eu lieu dans le compartiment moteur. L'obus perforant a traversé la plaque arrière, pulvérisé le moteur et enflammé les réservoirs. Une lumière blanche insoutenable, comme un flash au magnésium, illumine la gorge. L'essence et l'huile en feu transforment instantanément le brouillard autour du char en vapeur transparente. Pendant un instant, comme sur une photographie, se détache la silhouette noire d'un panthère, la proie des flammes. L'écoutille de la tourelle s'ouvre, quelqu'un essaie de sortir, mais le tourbillon de feu engloutit la silhouette. « Touché !» hurle le pointeur, se mettant à crier pour la première fois du combat. Volkov expire. Le calcul était juste. L'intelligence a vaincu la force brute et la ruse. Il a forcé l'atmosphère elle-même à travailler pour lui. Mais pas le temps de triompher. Le panthère en feu est un excellent point de repère, mais aussi un problème. La lumière de l'incendie déchire le camouflage. Désormais, la silhouette du Su-152 peut être repérée dans les reflets des flammes. « Mécanicien, arrière toutes !» commande Volkov. « On se met à l'ombre du rocher, vite !» Le moteur, heureusement, est encore chaud. Il prend au quart de tour, crachant un nuage de fumée noire. L'automoteur, faisant cliqueter ses chenilles, recule, se cachant derrière l'éperon rocheux. Juste à temps. À l'endroit où il se trouvait une seconde plus tôt, s'abat une grêle d'obus. Les Allemands, voyant l'éclair de leur char en feu et comprenant la direction approximative de la menace, ont ouvert un feu nourri. Les pierres sont réduites en poussière. Les éclats tambourinent sur le blindage. Mais c'est déjà l'agonie. L'ennemi est démoralisé. Ils ne comprennent pas ce qu'ils affrontent. Des fantômes? Une nouvelle technologie secrète? Comment les Russes voient-ils à travers le brouillard? Il ne leur vient pas à l'esprit qu'ils sont tués par la physique ordinaire et la concentration extrême d'un sergent soviétique. Volkov écoute la canonnade. Elle est désormais inutile. Les Allemands tirent au hasard, gaspillant leurs munitions. La panique les a définitivement saisis. La formation est brisée, le commandement perdu. Sur les ondes, c'est le chaos. « Coupe !» ordonne à nouveau Volkov, dès que la machine est en nouvelle position. Il est prêt à écouter de nouveau. Le jeu de nerfs continue. Mais maintenant, l'avantage est de son côté. Il a prouvé que même dans la cécité absolue, la raison est capable de trouver la cible. Il ne reste plus qu'à achever ceux qui bougent encore dans cette brume blanche. Le vent, descendu des sommets glacés des Carpates, a fini par faire ce que l'artillerie n'avait pu accomplir. Il a déchiré le linceul.
le mur dense et ouaté du brouillard, qui tenait la gorge dans une torpeur aveugle depuis des heures, a vacillé. D'abord sont apparues des déchirures, semblables à des plaies béantes dans un tissu blanc. À travers elles, ont percé les rayons d'un soleil de mars froid, éclairant le schiste humide des rochers. Puis une rafale a balayé définitivement le camouflage, mettant à nu les résultats du travail matinal. Le tableau qui s'est ouvert à l'équipage de l'automoteur SU-152 ne ressemblait pas à un champ de bataille, mais à une décharge technologique à l'échelle titanesque. Sur le lacet étroit serpentant le long du précipice, s'était figée une chenille d'acier morte. Ce qui, le matin encore, était l'élite de la Panzerwaffe, un point de percée indestructible, ne représentait plus qu'un amoncellement de métal déchiqueté et calciné. La facture de fer de ce combat avait été dressée par un calibre de 152 mm et certifiée par les lois de la physique. 5 chars lourds Tigre et 2 Panthères. 7 machines. 7 équipages. Près de 400 tonnes d'acier allié allemand transformé en ferraille en quelques 20 minutes de duel acoustique. Volkov ouvrit l'écoutille de la tourelle. La lourde plaque de blindage bascula dans un grincement prolongé. L'air frais et glacial le frappa au visage, mais il ne put masquer la puanteur lourde et douceâtre montant de la route. Cela sentait le caoutchouc brûlé des bandages, le métal surchauffé, le synthétique et la viande grillée. C'était l'odeur de la victoire, dépourvue de tout romantisme. L'odeur du charnier. L'équipage s'extrayait lentement, comme dans un rêve. Les jambes, engourdies par des heures d'immobilité dans des poses inconfortables, obéissaient mal. Le chargeur, s'effondrant sur le blindage, s'assit immédiatement, les jambes pendantes. Ses mains, qui lançaient naguère avec aisance des obus d'un demi-quintal, tremblaient maintenant d'une secousse fine et désagréable. Ce n'était pas la peur, c'était la biochimie, la descente après une surdose mortelle d'adrénaline. L'organisme avait brûlé toutes ses ressources et exigeait maintenant son dû. Volkov sortit son porte-cigarette. Ses doigts ne lui obéissaient pas. L'allumette cassa 2 fois. Finalement, il alluma, inspirant profondément la fumée âcre du tabac pour chasser l'odeur nauséabonde d'en bas. Il regardait la route, évaluant le travail du tueur de fauves avec l'œil d'un ingénieur en démolition. Le premier Tigre, celui qui avait pris le premier obus à l'aveugle, avait brûlé jusqu'à la carcasse. L'explosion interne des munitions avait été d'une telle force que la tourelle de plusieurs tonnes avait été arrachée et projetée sur le bas-côté, où elle s'était plantée canon en terre, rappelant une croix tombale. La coque du char était boursouflée. Les soudures avaient éclaté, exposant des entrailles noires. Les galets avaient fondu en une masse unique. Le deuxième char était sans mantelet de canon. L'obus perforant, guidé uniquement par l'ouïe du pointeur, avait frappé pile au milieu de la face avant de la tourelle. Le choc cinétique avait enfoncé le canon à l'intérieur du compartiment de combat, transformant la culasse et l'équipage en une bouillie unique. Le blindage n'avait pas été percé de part en part au sens classique. Il n'avait simplement pas résisté à la pression monstrueuse et avait coulé comme de la pâte à modeler. Le troisième, celui qui avait tenté l'éperonage, avait le nez dans la roche. Il lui manquait la chenille droite et une partie du flanc. L'obus explosif, ayant éclaté sous le châssis, avait brisé la coque en 2. Le Tigre ressemblait à un jouet cassé dont on aurait vidé les mécanismes. Plus loin sur la pente, fumaient 2 panthères. L'un d'eux, celui que Volkov avait repéré par le mirage permique, avait eu le moins de chance. L'obus avait traversé le compartiment moteur et provoqué la détonation des réservoirs de carburant. Le feu faisait rage encore, dévorant les restes de peinture et de revêtements intérieurs. Le mécanicien conducteur, debout près de la chenille de l'automoteur,
cracha une salive noircie de suie sur les pierres. « Et c'est nous qui les avons eus ?» demanda-t-il d'une voix rauque, regardant le panorama de destruction. Dans sa voix résonnait une incrédulité sincère. La raison refusait d'accepter le fait qu'un seul équipage, aveugle et sourd, ait pu broyer une compagnie de chars. La physique lâcha brièvement Volkov. Il ne ressentait aucun triomphe, seulement une fatigue de plomb. Il reporta son regard sur sa machine. Le Su-152 se tenait sur fond d'apocalypse, parfaitement indemne. Sale, encrassé, mais intact. Pas une égratignure sur le blindage de 75 mm. La seule trace du combat était la peinture entièrement brûlée sur le frein de bouche du canon. Le métal y avait bleui sous la surchauffe, ressemblant à une aile de corbeau. L'automoteur semblait être un prédateur calme et indifférent, qui avait simplement fait son travail. Il n'avait pas l'air héroïque. C'était un outil grossier et fonctionnel. Une énorme casemate ressemblant à un nichoir, un canon court et épais, des boulons massifs. Aucune élégance des félins allemands. Mais c'est précisément cette force brute, multipliée par l'intelligence de l'équipage, qui s'était avérée être l'argument absolu. Le silence dans la montagne devint total. Ni gémissement, ni cri. Dans les chars allemands, il n'y avait plus personne pour crier. Le 152 mm ne laisse pas de blessés. La surpression à l'impact tue instantanément, déchirant poumons et vaisseaux avant même que le cerveau n'ait le temps d'enregistrer la douleur. C'était une mort humaine, si le mot « humanité » est applicable à la guerre. Volkov s'approcha du bord de la plateforme. En bas, au pied de la falaise, on voyait les débris d'un autre Tigre, jeté par l'explosion de l'obus explosif. Il gisait chenille en l'air, tel un scarabée crevé. « Vérifiez le train de roulement », ordonna le sergent, revenant à son rôle de commandant. « Les émotions, ce sera pour plus tard. Il faut maintenant s'assurer que la machine est prête à bouger. Vérifiez les freins de recul. Le liquide a pu bouillir. » Le chargeur acquiesça, regardant toujours le cimetière de technique avec des yeux écarquillés. « Camarade commandant, » dit-il doucement, « ils ne nous croiront pas. À l'état-major, ils ne croiront pas. 7 pièces, dans le brouillard. Ils diront que c'est du bluff. » Volkov eut un petit rire. Le sourire sortit tordu, semblable à une fissure sur une terre sèche. « Le blindage est percé. » « Percé. Les chars brûlent. » « Ils brûlent. Qu'ils croient ou non, c'est leur problème. L'essentiel, c'est que ceux-là, il fit un signe de tête vers les carcasses noires, ne croient plus en rien. Il passa la main sur le blindage froid de son automoteur. L'acier était rugueux, humide. Le Su-152 refroidissait en craquant, telle une bête se couchant pour dormir après une chasse copieuse. Mais Volkov savait, il n'y aurait pas de sommeil. Quelque part là-bas, derrière le col, bourdonnaient les moteurs des forces principales de la division allemande. Ce n'était que l'avant-garde. « Verrouillez les écoutilles », commanda-t-il en jetant son mégot. « Liaison avec l'état-major. Rapport de situation. Carré nettoyé. Attendons les invités. » Le vent forcit, chassant les derniers lambeaux de brouillard. Le soleil inondait la gorge d'une lumière vive et indifférente, dans laquelle les colonnes noires de fumée des chars allemands semblaient être les obélisques funèbres de la présomption fatale de quelqu'un. La guerre continuait, mais ce round était resté à l'acoustique soviétique. 1 heure plus tard, le silence de la gorge est déchiré par un bruit arrogant et crépitant. Ce n'est pas la lourde démarche des chars, mais le léger bourdonnement d'une Jeep Willys américaine. La voiture d'état-major bondit sur les pierres, éclaboussant de boue, et freine brusquement près de la carcasse noircie du Su-152. Un colonel sort de la Jeep. Sa capote est suspectement propre,
Ses bottes brillent, pas une égratignure sur son baudrier. C'est un homme d'un autre monde, un monde de cartes, de combinés téléphoniques et de rapports papier. Un monde où la guerre est ordonnée et logique. Le colonel balaie du regard le panorama de la destruction. 7 bûchers noirs et fumants, métal tordu, tourelle arrachée. Il retire son gant, passe la main sur son menton rasé de près et marche lentement vers l'équipage. Volkov se tient près de la chenille, s'essuyant les mains avec un chiffon. Il ne se presse pas de se mettre au garde à vous. Son uniforme est imbibé d'huile et de sueur, son visage noir de suie, ses yeux enflammés. Entre lui et le colonel, il y a un gouffre plus profond que les gorges des Carpates. « Votre rapport ?» La voix du colonel est sèche, grinçante. Il tient à la main une feuille de papier froissée transmise par le radio. « À vos ordres, camarade colonel », répond Volkov d'une voix rauque. « Groupe blindé ennemi détruit. Aucune perte. Munitions consommées à 80%. » L'officier d'état-major secoue la feuille avec dégoût. « Je sais lire, sergent. Je demande ce que c'est que ce délire. » Il pointe du doigt les lignes. Tir sur repère acoustique. Guidage par anomalie thermique. Vous nous prenez pour des imbéciles. Le colonel s'approche tout près. Il sent l'eau de Cologne et le bon tabac. Visibilité nulle. Un brouillard tel qu'on ne voit pas sa propre main. Et vous écrivez que vous avez descendu 7 chars lourds par tir visé ? Il hausse le ton, frôlant le cri. Vous vous attribuez le travail de l'artillerie de corps. C'est l'artillerie qui a couvert le secteur par un tir de zone. Et vous avez juste achevé les blessés pour faire des trous et recevoir des médailles. Vous voulez le tribunal pour poudre aux yeux ? L'équipage se tait. Le mécanicien serre les poings, mais Volkov fait un geste discret de la main. Calme. L'artillerie s'est tue, camarade colonel. La voix du sergent est régulière, comme le bourdonnement d'un transformateur. Il n'y avait pas de liaison. Nous avons travaillé en autonomie. Comment ? Le colonel s'emporte. Comment as-tu pu voir à travers un mur ? Tu as des rayons X dans le viseur ? Ou tu es extra-lucide ? Volkov jette le chiffon sur le blindage. Ce n'est plus une conversation réglementaire. C'est une conversation de professionnel à amateur. La physique, camarade colonel. Classe de 6e. Propagation des ondes sonores dans un milieu à forte humidité. Il se tourne vers la gorge, montrant les rochers de la main. La gorge est en tuyau. Le son ne se disperse pas ici, il se concentre. Le moteur allemand Maybach en montée tourne à 3000 tours. C'est un spectre de fréquences spécifiques, aigu, strident. Il diffère du bruit de fond du vent. Les rochers à droite agissent comme un réflecteur. Connaissant la vitesse du son, 330 mètres par seconde, et le retard de l'écho, on peut calculer le relèvement avec une précision d'1 degré. Le colonel le regarde comme un fou. Son visage s'empourpre. « Ne me fais pas un cours ici, rugit-il. Tu es sergent, pas académicien. Tu es assis dans un char, pas dans une chaire d'acoustique. » Il écoutait le son. Et pour toucher, comment tu as fait ? Tu as pris l'anticipation à l'oreille ? Affirmatif, à l'oreille. Volkov fait un pas vers le tigre détruit le plus proche. Bruit de changement de vitesse. Quand le mécanicien débraye, les tours chutent. Pause d'1 seconde et demie, puis claquement des chenilles. Connaissant les rapports de boîte du tigre et la longueur de sa coque, on peut calculer la vitesse de déplacement. C'est de l'arithmétique simple. De l'arithmétique, le colonel suffoque d'indignation. Et la chaleur ? C'est quoi ces bêtises sur « je vois la chaleur » ? Thermodynamique, poursuit Volkov impitoyablement. Gaz d'échappement à 600 degrés. Dans le brouillard à température zéro, il crée un flux convectif. L'air tremble. La densité optique change. Ça fait une lentille, un mirage. Je n'ai pas tiré sur le char. J'ai tiré au centre de la perturbation thermique.
L'officier d'état-major se tait. Il regarde le sergent avec haine. C'est la haine de l'homme dont on vient de briser la vision du monde sur son genou. Il ne croit pas. Il ne peut pas croire. Parce que ce n'est pas dans les instructions. Dans le manuel de combat des troupes blindées, il n'est pas écrit « Écoutez la musique des moteurs ». Il y est écrit « Observez la cible visuellement ». « Tu mens », finit par souffler le colonel, mais sans son assurance d'avant. « Tu racontes bien, mais tu mens. On ne peut pas calculer ça au combat quand on a le pantalon mouillé de peur. » Volkov soupire de lassitude. Les mots sont inutiles. Il faut des faits. Des faits en béton armé, en acier. « Suivez-moi, camarade colonel. » Le sergent marche vers la carcasse du tigre de tête. Le colonel, après une hésitation, le suit, enjambant les débris de patins et les morceaux de roche. Il s'approche du flanc de la machine allemande. Au centre de la plaque de blindage latérale B, un trou monstrueux. Ce n'est pas l'orifice net d'un obus de 76 mm de T-34, ni une perforation de calibre 85. C'est une plaie déchiquetée du diamètre d'une tête d'adulte. Les bords du métal sont retournés vers l'extérieur et fondus. Autour de la brèche, le blindage est couvert d'un réseau de micro-fissures. L'acier n'a pas résisté à un choc cinétique d'une telle puissance. « Regardez le calibre », dit doucement Volkov. 152 mm. Obus anti-béton série 530. Nous n'avons pas d'artillerie de corps avec de tels canons en tir direct dans le secteur. Les obusiers tirent en cloche, par-dessus, avec des explosifs. Et ça, c'est un impact direct dans le flanc. Cinétique. Volkov passe le doigt sur le bord fondu de la brèche. L'artillerie laisse des cratères dans le sol. Nous laissons des trous dans le blindage. Regardez à l'intérieur. Le colonel jette un œil dans la brèche. À l'intérieur du char, le vide. L'explosion de l'obus de 48 kg dans un volume clos a vidé la machine complètement. La culasse du canon est arrachée, la cloison moteur emportée. C'est la signature du tueur de fauves. Aucun canon de campagne n'est capable d'une telle destruction en un seul coup. L'officier passe au char suivant. Même tableau. Tourelle arrachée, coque déchirée, et partout, les traces caractéristiques, monstrueuses, des impacts de blocs de 152 mm. Ce sont des faits qu'on ne peut mettre sur le compte du hasard. Une fois, c'est de la chance. 7 fois, c'est un système. Le colonel s'arrête. Il retire sa casquette et s'essuie le front, bien qu'il fasse froid dehors. Le scepticisme dans ses yeux fait place à la confusion, puis à une prise de conscience lourde et sombre. Il comprend que ce sergent sale, mortellement fatigué, dit la vérité. Et cette vérité l'effraie plus que le mensonge, parce qu'elle signifie que l'intelligence humaine et la tension extrême des sens peuvent être plus redoutables que n'importe quel règlement. « 7 pièces », marmonne-t-il dans sa barbe. À l'oreille. Il se tourne vers Volkov. Maintenant, il ne regarde plus un subordonné, mais un égal, un maître. « Tu comprends que c'est impossible ?» demande le colonel d'un autre ton. Calme. Selon toutes les normes, c'est impossible. On aurait dû vous brûler après le premier tir. Les Allemands aussi pensaient que c'était impossible, répond Volkov. Ils croyaient aux instructions. Et nous croyons à la physique. Le colonel garde le silence un long moment, examinant le trou noir dans le blindage du Tigre. Puis, il remet brusquement son gant. « Préparez les citations pour décoration », lance-t-il sans regarder Volkov. « Pour tout l'équipage. Et un rapport détaillé, pas pour les archives. » Il se tourne et marche vers la voiture, mais s'arrête à mi-chemin. « Sergent! Présent !»« Comment as-tu appris à faire ça ? Où ? On n'apprend pas ça sur les polygones. »
Volkov réfléchit une seconde. À l'usine, camarade colonel. Avant la guerre, je travaillais comme défectoscopiste. J'écoutais les machines-outils. Je cherchais les fissures au son. Une machine, c'est comme un être vivant. Si elle a mal, elle sonne différemment. Un char, c'est la même machine, sauf qu'elle tue. Le colonel hoche la tête, monte dans la Jeep. La Willys fait demi-tour et s'éloigne à toute vitesse, laissant derrière elle une traînée de fumée bleuâtre. Volkov reste debout au milieu du cimetière de la technique allemande. Il ne ressent pas de joie à la promesse de médaille. Il regarde ses mains. Elles tremblent encore. La bureaucratie a reculé, admettant sa défaite face à la matérialité indiscutable de la destruction. Mais Volkov sait, le plus dur est à venir. Le colonel n'est pas parti pour rien. Il a exigé un rapport détaillé. Cela signifie que l'expérience unique d'un solitaire doit maintenant devenir un système pour tous. Le commandant s'appuie avec fatigue contre le blindage chaud de son automoteur. L'examen est réussi. Mais maintenant, il va devoir devenir professeur dans une école où le prix d'une mauvaise note est la mort. Le colonel est parti, mais son ordre est resté suspendu dans l'air, plus lourd que la fumée de poudre. La colère de l'officier d'état-major a laissé place à un pragmatisme de bureau froid. Si un équipage a pu transformer une gorge aveugle en stand de tir, cela veut dire qu'on peut le répéter. Le cas unique doit devenir une statistique. L'exception doit devenir la règle. Et le sergent Volkov, de héros solitaire, doit se transformer en instructeur. Le soir même, près de l'atelier de réparation de campagne, on a rassemblé les commandants d'automoteurs. Ils étaient peu nombreux, une quinzaine d'hommes. La plupart étaient de jeunes lieutenants, arrivés avec les renforts. Leur uniforme n'était pas encore imprégné de la boue corrosive de la guerre. Et dans leurs yeux, on lisait un mélange de peur et d'incrédulité. Ils regardaient Volkov, sergent sale et mal rasé, comme une bête de foire. Les rumeurs sur les 7 chars brûlés avaient déjà fait le tour de la division, s'enrichissant de détails absurdes. Certains parlaient d'un viseur secret, d'autres de chance. Volkov s'avança au centre du demi-cercle. Il ne sortit pas de carte et ne traça pas de schéma au sol. En guise de baguette, il tenait une lourde clé à molette. « Rangez les cartes », dit-il doucement. Sa voix était cassée par la fumée. Dans le brouillard, les cartes ne fonctionnent pas. Les yeux non plus. Les jeunes officiers échangèrent des regards. Quelqu'un ricana. Volkov se tourna brusquement vers le son. « C'est drôle ?» demanda-t-il. « Et demain matin, quand le lait couvrira les épiscopes, vous prierez pour voir, ne serait-ce que quelque chose. Mais vous ne verrez rien, et on vous brûlera. Le tigre voit plus loin. Il a une optique Zeiss. Mais le tigre fait du bruit. Et c'est là sa mort. » Il s'approcha du lieutenant le plus proche. « Ferme les yeux. » Celui-ci hésita. « Exécution !» aboya Volkov si fort que le lieutenant sursauta et plissa les yeux. Tout le monde ferme les yeux. La clairière plongea dans l'obscurité pour une quinzaine d'hommes. « Qu'est-ce que vous entendez ?»« Le vent ?» Des coups de marteau dans l'atelier. Quelqu'un tous commencèrent à répondre des voix incertaines. « Des ordures !» coupa Volkov. « Vous entendez des ordures acoustiques. Vous devez entendre la guerre. » Quelque part au loin, sur la deuxième ligne de défense, un moteur grogna. Un cognement lourd, rythmé, semblable à des coups de masse sur un fût vide. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Volkov. « Un char !» répondit quelqu'un. « Lequel ?» Silence. « C'est un T-34, expliqua Volkov. Diesel V2. Bloc en aluminium, injection directe. »
Vous entendez ce cliquetis caractéristique? Ce sont les injecteurs et les soupapes qui claquent. Le diesel tourne dur. Il frappe les oreilles avec des basses fréquences. Il rugit. Mémorisez ce son. C'est le son des nôtres. Le son s'éloignait. Volkov laissa passer un moment. Et maintenant, imaginez un autre son. Imaginez une énorme fraise de dentiste, ou le hurlement d'une scierie, aigu, strident, déchirant. C'est le Maybach allemand. Moteur à essence, 12 cylindres. Il tourne plus doucement, mais à haut régime, il commence à hurler. C'est l'hystérie du métal. Volkov marchait le long du rang de commandants aveugles, enfonçant dans leur tête la nouvelle science. Un char, ce n'est pas juste une boîte en fer, c'est un orchestre mécanique. Et chaque organe y joue sa partition. Si vous apprenez à écouter, vous verrez le char à travers tout. Il s'arrêta. Vous devez chercher la fausse note. Le char est vulnérable quand il change de régime. Vous entendez un grondement régulier, il est en marche. Vous entendez le moteur rugir, mais le cliquetis des chenilles ralentir. Il grimpe. C'est dur pour lui. Le mécanicien est nerveux. C'est un moment de tension. Volkov frappa sa paume avec la clé. Le son le plus important pour vous, c'est le silence entre les changements de vitesse. Le Tigre a une transmission complexe. Pour changer de vitesse en montée, il faut au mécanicien 1 seconde et demie. Pendant ce temps, le moteur perd des tours. Le char est en suspens un instant. Il perd son inertie. C'est votre seconde. C'est le moment précis où la bête se fige avant de bondir. Frappé dans la pause. Les lieutenants se tenaient les yeux fermés, essayant de visualiser ces processus invisibles. Volkov leur apprenait à décomposer le chaos du combat en algorithmes compréhensibles. Les chenilles, continuait-il. Chez nous, les patins sont estampés, en acier, les axes libres. Ils cliquettent clairs. Chez l'Allemand, les patins sont moulés, massifs. Il y a des bandages caoutchouc sur les galets. Le son est sourd, lourd. Il mâche. Le panthère grince au virage comme une charrette mal graissée. Ses réducteurs sont faibles. Vous entendez un grincement, ça veut dire qu'il présente son flanc. Il les obligea à rester ainsi 1 demi-heure. 1 demi-heure de privation sensorielle. Il les força à distinguer le son d'un obus qui passe et d'une mine. Il leur apprit à déterminer la distance par le retard du son du départ de coup. « Les yeux peuvent tromper », disait Volkov en arpentant le devant du rang. « Brouillard, fumée, camouflage. Les yeux sont inutiles. Les oreilles ne mentent pas. L'onde sonore ne sait pas se cacher. Elle contourne les obstacles, mais elle arrive toujours à la source. Vous ne devez pas être des pointeurs, mais des acousticiens. Votre casemate est une énorme oreille. Les parois de l'automoteur amplifient la vibration. Collez votre épaule au blindage. Écoutez la terre. La terre transmettra la lourdeur du char allemand à 1 kilomètre, quand l'air sera encore muet. Un des jeunes lieutenants ouvrit les yeux. « Camarade sergent, et la peur? Quand on ne voit pas, c'est effrayant. » Volkov le regarda d'un air lourd. « La peur vit dans les yeux, » répondit-il. « Quand tu vois 50 tonnes de morts foncer sur toi, tu es tétanisé. Quand tu écoutes, tu travailles. Ton cerveau est occupé à analyser. Tu comptes les temps du moteur, tu calcules l'anticipation. Il ne reste simplement plus de place pour la peur. Tu transformes l'horreur en mathématiques. » Il les obligea à refermer les yeux. « Écoutez, » commanda-t-il. « Écoutez jusqu'à ce que vous commenciez à distinguer
Quel cylindre rate! La leçon continua jusqu'à la nuit tombée. Volkov ne leur transmettait pas simplement une expérience. Il leur transmettait une philosophie de survie dans des conditions de cécité absolue. Il leur apprenait à faire confiance à leurs instincts passés au filtre des connaissances. Ce n'était pas de la magie. C'était la concentration extrême des capacités humaines, transformée en méthodologie. Vers la fin de la séance, les visages des jeunes commandants avaient changé. La confusion avait disparu. La concentration était apparue. Ils commençaient à comprendre que le brouillard n'était pas un mur. C'était un paravent, derrière lequel l'ennemi se cache des yeux, mais pas du son. Demain matin, conclut Volkov, il y aura de nouveau du brouillard. Vous sortirez en position. Moteur coupé. Écoutez. Premier tir seulement quand vous serez sûr à 100%. Souvenez-vous, vous ne tirez pas. Vous mettez un point à la fin de la phrase sonore que le mécanicien allemand a commencé. Il les libéra. Les hommes se dispersèrent en silence, tendant l'oreille au bruit du front nocturne. Pour eux, ce n'était plus simplement du bruit. C'était de l'information. Volkov resta seul près de sa machine. Il savait que la journée de demain serait plus dure. Les Allemands apprennent vite, mais maintenant, il n'avait plus un seul automoteur, mais une batterie qui apprenait à entendre le souffle de la guerre. L'intuition du solitaire était devenue un système, et ce système était prêt pour l'examen. 3 jours passèrent. Le matin ramena la brume blanche, mais cette fois la nature des Carpates changea de tonalité. Le brouillard n'était pas un mur compact, mais des bandes déchirées, stratifiées, rampant dans les dépressions. La visibilité changeait toutes les 30 secondes, de 50 mètres au zéro absolu. C'était le temps le plus fourbe pour un tankiste. L'œil a le temps d'accrocher un repère, le cerveau construit une image, et 1 seconde plus tard, tout disparaît, ne laissant que des fantômes. Mais cette fois, dans le sac de pierre du défilé, on les attendait. Le sergent Volkov n'était plus un loup solitaire. Il faisait désormais partie d'une meute. 4 automoteurs Su-152 se tenaient dans des caponnières creusées dans le sol rocailleux durant la nuit. Ils formaient un arc, un sac à feu classique. Les machines n'étaient pas seulement camouflées par des branchages et des filets. Le camouflage principal était acoustique. Les moteurs étaient muets, les équipages figés. Sur les ondes, silence radio. Volkov était assis à la place du commandant, écouteur du casque plaqué sur les oreilles. Sa tâche, c'était compliqué. Il n'est plus seulement chasseur, il est coordinateur. Sous ses ordres, 3 jeunes lieutenants qui apprenaient encore hier à distinguer le son d'un moteur les yeux fermés. Aujourd'hui, c'est leur examen final. Et ce sont les panzergrenadiers de la division SS Adolf Hitler qui le font passer. Les renseignements ne s'étaient pas trompés. Les Allemands, enragés par la perte de l'avant-garde et la mort inexplicable de leurs as, ont décidé d'enfoncer la défense par la masse. Ils ne rampaient plus, ils allaient à la percée. La terre commença à trembler bien avant que le son n'apparaisse. La vibration se transmettait à travers la coque de l'automoteur, résonnant dans la colonne vertébrale. Ce n'était pas une compagnie qui arrivait, c'était un bataillon, de la technique lourde. Volkov ferma les yeux. Rituel habituel de réglage. Dans les écouteurs grésillait le bruit de l'éther. D'abord apparut un grondement, puissant, régulier, comme le bruit d'une rivière de montagne en crue. Des dizaines de moteurs travaillaient à l'unisson. Les Maybach chantaient leurs chansons. Mais dans ce chœur, Volkov isola immédiatement les solistes. Premier, deuxième, troisième. Attention, prononça-t-il doucement dans le laryngophone. Secteur repère numéro 2, distance 1200. Écoutez les leaders. Maintenant, ce n'était plus un duel, mais un travail collectif. Les lieutenants sur les flancs écoutaient aussi. Ils apprenaient à filtrer le grondement général
en extrayant des rythmes isolés. La colonne allemande s'engageait dans la gorge. Les Allemands avançaient avec assurance, se couvrant d'un écran de fumée posé par les mortiers. Ils pensaient que la fumée les sauverait des viseurs optiques. Ils ne savaient pas qu'ils créaient eux-mêmes un piège. La fumée, se mêlant au brouillard, créait un milieu idéal pour la transmission du son, étouffant les hautes fréquences, mais laissant parfaitement passer les basses des chenilles lourdes. Volkov entendait les véhicules de tête entamer la montée. Les régimes moteurs augmentèrent. Le son devint laborieux. « Premier, je prends le tête », rapporta le lieutenant de gauche. La voix tremblait, mais le rapport était net. « Deuxième, je prends le dernier du premier trio. Troisième, je tiens le centre. » Volkov sourit du coin des lèvres. Ils avaient appris. Ils avaient réparti les cibles sans les voir, uniquement au panorama sonore. Les chars avançaient avec un intervalle, et cet intervalle se lisait clairement au retard du son des accélérations dans les virages. « Attendre !» commanda Volkov. « Laissez approcher, qu'ils croient au vide. » Les Allemands s'enhardirent. Ils commencèrent à tirer en marche, peignant la verdure à la mitrailleuse. Les traceurs fouettaient les buissons à l'aveugle. C'était du bruit qui gênait, perturbait le réglage. Mais les équipages des tueurs de fauves patientaient. Ils savaient. Tirer trop tôt, c'est effrayer le troupeau. Il faut qu'ils s'engagent dans le goulot d'étranglement, ou faire demi-tour sera impossible. 800 mètres, 700. Le son devint dense, tangible. On aurait dit que l'air dans la gorge vibrait de tension. On entendait cliqueter les écoutilles, grincer les suspensions sur les nids de poules. « Il change de rythme », chuchota Volkov. Le char de tête allemand réduisit sa vitesse. Apparemment, le commandant soupçonnait quelque chose. Le silence devant lui parut artificiel. Il s'arrêta. Le moteur passa au ralenti. C'était le moment critique. S'il recule maintenant, l'attaque s'enlise et ils partent. Mais Volkov connaissait la psychologie. L'officier allemand est un pédant. Il ne reculera pas sans ordre. Il scrutera le brouillard, essayant de voir l'ennemi. Et à cet instant, le vent apporta un nouveau son. Le bruissement à peine audible de la rotation d'une tourelle. L'Allemand cherchait une cible. « Batterie !» La voix de Volkov devint dure comme le métal d'un verrou. « Sur relèvement, anticipation 0, distance 600, en salve. Feu !» 4 busiers de 152 mm rugirent simultanément. Ce n'était pas un tir. C'était un coup de tonnerre qui sembla fendre les rochers. 200 kilos d'acier et d'explosifs, lâchés en 1 seconde, créèrent leur propre atmosphère. L'onde de choc de la salve de la batterie balaya le brouillard devant les positions sur 100 de mètres, formant un couloir net. 4 obus partirent dans la brume blanche, guidés par une volonté et un calcul unique. Le bruit des impacts se fondit en un accord monstrueux. Le fracas du blindage déchiré, la détonation des munitions, le crissement du métal, tout se mêla en une symphonie de destruction. Là-bas, à 600 mètres, l'enfer s'alluma. L'impact simultané de 4 obus anti-béton dans une colonne dense produisit un effet comparable à un bombardement en tapis. Le char de tête disparut simplement, volant en éclats. Le Tigre qui le suivait reçut un coup au flanc et se retourna sous le choc, bloquant la route. Le 3e et le 4e furent couverts par l'onde de choc et les éclats de blindage de leurs voisins. Mais Volkov ne laissa pas de pause. « Tir rapide !» hurla-t-il. « Tant qu'ils sont sourds !» Maintenant, la mécanique opérait. Les chargeurs, déjà habitués au rythme, jetaient les obus dans les culasses. La batterie s'était transformée en un organisme unique. Tir, recul, claquement, tir. Les Allemands ne ripostaient pas. Ils ne pouvaient pas riposter. Dans leur rang
régnait le chaos absolu. Ils étaient enfermés dans un sac de feu, aveuglés par les éclairs de leur propre machine en feu et assourdis par un fracas dont la source était invisible. Leur formation s'effondra. Les véhicules arrière tentaient de faire demi-tour, se percutant les uns les autres, précipitant les leurs dans l'abîme. Les tueurs de fauves frappaient méthodiquement, pas sur des chars précis, mais dans les zones d'activité sonore, là où rugissaient les moteurs, où l'on entendait le crissement de la panique. Chaque obus de SU-152, même en explosant à côté d'un char, le mettait hors de combat par contusion de l'équipage ou destruction du train de roulement. En 5 minutes, tout était fini. Le grondement des moteurs s'apaisa. Il ne restait que le crépitement des flammes et des explosions lointaines, isolées. C'étaient les obus qui éclataient dans les chars allemands en feu. L'attaque d'un bataillon entier avait été broyée aux abords lointains, sans même entrer en contact visuel. « Halte! Cessez le feu !» commanda Volkov. La fumée des tirs rampait lentement vers la dépression. L'équipage était trempé, sourd, mais vivant. Dans la casemate, l'odeur de poudre était si forte qu'elle prenait à la gorge. Volkov se colla au panorama. Le vent avait de nouveau un peu dissipé le rideau. Au loin, sur la route, s'entassait une montagne de ferraille en feu. Une fumée noire et grasse montait vers le ciel, cachant le soleil. C'était une victoire totale, inconditionnelle. Pas une chance accidentelle, mais le résultat d'un système. Son système. Il ôta son casque. Ses oreilles bourdonnaient, mais ce bourdonnement était agréable. Il regarda les mains du chargeur. Elles tremblaient, mais plus de peur, de tension. Le gars souriait, bêtement, largement, heureusement. Volkov reporta son regard sur ses lieutenants à travers l'écoutille ouverte. Des caponnières voisines dépassaient les têtes barbouillées des commandants. Ils agitaient les mains, criaient quelque chose, levaient le pouce. Ils avaient reçu le baptême. Ils avaient compris que le tigre n'est pas un monstre mystique, mais juste un assemblage de sons et de ferrailles qu'on peut démonter pièce par pièce si l'on a des oreilles et la tête froide. Et alors, pour la première fois depuis tous ces jours, le visage dur, comme taillé dans la pierre, du sergent-chef Volkov tressaillit. Les coins des lèvres remontèrent. Dans les yeux apparut une lumière chaude, humaine. Il sourit. Ce n'était pas le sourire d'un triomphateur, c'était le sourire d'un maître dont l'outil complexe a fonctionné parfaitement. Le sourire d'un ingénieur ayant prouvé un théorème. La symphonie qu'il avait écrite pour 4 canons et le brouillard avait été jouée sans une seule fausse note. « Eh bien, les gars, dit-il doucement, ne s'adressant à personne en particulier, on dirait qu'on les a surpassés à l'écoute. » Il restait encore un long chemin. Il y aurait d'autres montagnes, d'autres villes. Mais ici, dans le brouillard des Carpates, était née une nouvelle vérité. La vérité selon laquelle voir l'ennemi n'est pas nécessaire pour le détruire. Il suffit de le comprendre. Volkov sortit sa blague à tabac, roula une cigarette. Ses mains ne tremblaient plus. Il tira une bouffée et regarda vers l'ouest, là où, derrière la fumée des incendies, s'étendait la route de Berlin. Une route qu'il frayerait non seulement par le blindage, mais aussi par l'intelligence. Mai 1945, Berlin. L'air ici a un arrière-goût étrange. C'est d'un mélange de poussière de briques qui flotte au-dessus de la ville comme un brouillard dense, d'odeurs douceâtres de tilleuls en fleurs et d'odeurs de brûlés âcres et tenaces. Le silence est assourdissant. Il ne recèle plus de menaces, comme dans la gorge des Carpates. C'est le silence de la finale.
Le mécanisme de la guerre, qui a tourné à plein régime pendant 4 ans, s'est enfin arrêté en poussant un dernier soupir prolongé. L'adjudant Volkov se tient près d'une colonne du Reichstag. Sa vareuse est décolorée jusqu'au blanc, les décorations brillent faiblement sur sa poitrine, mais il ne sent pas le poids du métal. Il sent le vide. Autour de lui bouillonne une mer humaine. Les soldats, ivres de bonheur et de survie, s'embrassent, tirent en l'air, écrivent leurs noms sur les murs meurtris. Je suis arrivé. Nous sommes de Koursk. Pour Leningrad. Ces inscriptions sont un cri de l'âme, une preuve d'existence. J'étais là. J'ai survécu. Volkov regarde cette toile de pierre. Il n'a pas envie de crier. Il n'a pas envie d'écrire son nom. Le nom n'est qu'une suite de lettres. Ce qui compte, c'est ce que tu as fait et comment tu l'as fait. Il baisse les yeux vers ses pieds. Parmi les briques cassées, les douilles et les débris de moulure traîne un morceau de bois carbonisé. Un fragment de cadre de fenêtre brûlé au lance-flammes. Volkov le ramasse. Le charbon tache les doigts, noircit la peau, s'incrustant dans les callosités. C'est une saleté familière, une saleté de travail. Il s'approche d'une zone de mur libre où l'enduit tient encore. Autour, quelqu'un trace un large Sidorov. Quelqu'un dessine une étoile. Volkov lève la main. Il n'écrit pas Volkov. Il n'écrit pas SU 152. D'une main ferme, sans tremblement, il trace sur la pierre blanche une ligne noire. À côté, un peu plus bas, il en ajoute une autre. Formule de la vitesse du son. Et formule de l'anticipation. Un soldat debout à côté, un jeune fantassin avec la tête bandée, arrête d'écrire et regarde ses hiéroglyphes avec surprise. « C'est quoi, père ?» demande-t-il. « Un code ?» Volkov époussette la poussière de charbon de ses mains. « C'est la formule de la vitesse du son, avec correction de température, » répond-il calmement. « Et le calcul de l'anticipation. » Le fantassin cligne des yeux sans comprendre, puis sourit, décidant que le vieil artilleur débloque simplement de joie. Mais pour Volkov, ces symboles renferment toute sa guerre. En eux, les tigres brûlés dans les Carpates. En eux, les vies sauvées de son équipage. En eux, le triomphe de la raison sur la force brute. Il n'a pas signé de son nom, mais de sa méthode. Il a laissé sur les murs de l'ennemi vaincu la formule de sa destruction. Il recule d'un pas, embrassant son œuvre du regard. Chiffres et lettres noires sur fond blanc, strict, laconique, comme sur les plans qu'il attendait à la maison. La guerre est finie. Le travail est accompli. L'outil, le lourd automoteur devenu le prolongement de son système nerveux, partira maintenant à la fonte ou au musée. Et l'homme doit retourner à la création. Volkov ferme les yeux. Il n'entend plus le cliquetis des chenilles et le hurlement des mines. Il entend un autre son. Le bruit d'un atelier d'usine. Le claquement rythmé des presses. Le bourdonnement des machines. Le bruissement du papier à dessin. Il retournera à son usine. Il ôtera ses épaulettes, enfilera un bleu de travail. Il se mettra à la planche à dessin. Il devra reconstruire un pays transformé en ruine. Et là, dans le silence du bureau d'études, son ouïe unique, qui a appris à distinguer la fausseté dans le fonctionnement des moteurs allemands, écoutera la respiration des nouvelles machines. Il cherchera les défauts dans le métal, les fissures dans les structures, prévenant les catastrophes avant qu'elles ne surviennent. Il redeviendra ingénieur, et non tueur. Il fait demi-tour et s'éloigne lentement du Reichstag, se dissolvant dans la foule des vainqueurs.
une silhouette modeste au dos droit, un maître qui a fait son travail et s'en va dans l'ombre, laissant la lumière aux autres. Des années passèrent. Quelque part au fond de la Russie, sur un polygone de chars, un petit matin d'automne. Le brouillard gît dans la dépression en ouates grises et compactes, cachant les cibles et les repères. Visibilité 100 mètres. Des conditions qui, dans n'importe quelle autre armée du monde, sont considérées inaptes au tir. Sur le pas de tir se tient un rang de jeunes élèves officiers. Leurs visages sont tendus. Ils scrutent la brume blanche, essayant de discerner quoi que ce soit. L'instructeur, un colonel aux cheveux gris avec de profondes cicatrices sur le visage, marche devant le rang. Il ne crie pas, il parle doucement, forçant à tendre l'oreille. « Vos yeux ne vous serviront pas aujourd'hui », prononce-t-il. « Les yeux peuvent tromper. Le brouillard, la fumée, la peur, tout cela est un voile. Mais on ne peut pas tromper la physique. Les élèves échangent des regards. Cette introduction, ils la connaissent par cœur. Elle ne vient pas du règlement. Elle vient de ce fameux cahier vert qui circule de main en main à l'école, recopié à la main des dizaines de fois. Officiellement, cette méthode ne figure pas dans les manuels. Officieusement, chaque commandant d'automoteur sait « Si tu veux survivre, apprends à écouter. » « Fermez les yeux », commande le colonel. Le rang obéit. « Qu'est-ce que vous entendez ?» Silence. Bruissement de l'herbe. Et soudain, un grondement lointain, à peine perceptible. « Cible numéro 1. Distance ?» L'un des élèves, sans ouvrir les yeux, tourne la tête, captant le son comme une antenne. Son visage est concentré, sourcils froncés. Il calcule. Il décompose le bruit du vent et le ronronnement du diesel en éléments, comme l'a enseigné celui dont on mentionne rarement le nom dans les discours officiels, mais dont la méthode fait vivre. Distance 1200. Mouvement uniforme. Azimut 3-0. Feu, dit calmement l'instructeur. Le fracas du tir déchire le brouillard. Volkov n'est jamais devenu général. Il n'a pas écrit de mémoire. Son nom n'a pas retenti aux tribunes. Il est resté un homme simple, retourné à ses plans. Mais ici, sur ce polygone et sur des dizaines d'autres, dont chaque tir précis effectué à l'aveugle vit son héritage. Dans les manuels gris de tactique d'artillerie, il y a une note sèche. Lors de tirs en condition d'absence de visibilité, il est recommandé d'utiliser les indices acoustiques de démasquage des cibles. Derrière ces lignes administratives se trouve le brouillard des Carpates de l'année 44. Se trouve la sueur inondant les yeux, le bourdonnement d'oreilles et l'acier froid des leviers. L'élève ouvre les yeux. Dans le brouillard, là où une seconde plus tôt se trouvait une cible invisible, monte une colonne de fumée. Obus. Le colonel hoche la tête, cachant un sourire dans sa moustache. « Pas mal. Mais souvenez-vous, un char est un orchestre. Et vous êtes les chefs d'orchestre. Entendez la fausse note, et la victoire sera vôtre. » Le brouillard se dissipe lentement sous les rayons du soleil. Les jeunes gars regardent devant eux. Ils n'ont plus peur de l'inconnu. Ils savent. Même dans les ténèbres les plus impénétrables, il y a des repères. Il suffit de savoir écarter le superflu et d'entendre la vérité. La vérité sonne toujours. Elle sonne dans le rythme du moteur, dans le sifflement du vent, dans la formule griffonnée au charbon sur le mur du Reichstag. L'écho de ce combat ne s'est pas tu. Il s'est transformé en savoir. Et le savoir, payé par le sang et acquis par l'intelligence, vit éternellement. La symphonie continue, mais c'est désormais une symphonie de maîtrise et de protection. Et tant qu'il y aura ceux qui savent écouter, le ciel au-dessus d'eux
sera sous bonne garde.